Donc, je vais parler aujourd'hui de l'articulation de mémoire et de thèse, de projet aussi en qualitatif. Entre genre et style, je vais m'expliquer tout à l'heure sur ce que ça veut dire et on va globalement voir comment on peut structurer une thèse ou un mémoire en termes vraiment d'articulation et nous allons voir également quelques stratégies plus fines de rédaction. Toujours parce que c'est enregistré et que ça peut être intéressant. Si vous voulez approfondir tout ce que je vais dire aujourd'hui, dans le premier livre qui a été publié par notre association, dans le chapitre 5, il y a vraiment l'essentiel de mon propos aujourd'hui, mais plus en détail, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et il y a plusieurs autres chapitres d'intérêt, vraiment, on en a des bons échos. Alors donc, je commence. Avant de parler d'articulation, camper quand même quelques caractéristiques du qualitatif parce que ces caractéristiques ont des impacts très importants sur la manière dont on articule une thèse, un mémoire ou un projet. Alors, le qualitatif, pour ceux et celles peut-être qui auraient moins eu la chance d'en prendre connaissance, est né dans le contexte, je dirais au début, à la fin du premier tiers du siècle dernier, dans un contexte où il n'y avait que des sondages à grande échelle, donc le quantitatif régnait sans partage. Et il y avait à Chicago précisément, dans cette ville des États-Unis, il y avait différentes problématiques sociales et les grands sondages n'arrivaient pas à expliquer ce qui se passait. Alors, des sociologues de l'école de Chicago ont eu pour professeur Park, qui avait été journaliste toute sa vie et qui leur disait arrêtez de faire des grands sondages, allez sur le terrain, parlez aux gens, allez conduire vos enquêtes. Donc, faites un peu comme le font les journalistes, allez chercher des matériaux de première main si vous voulez comprendre les problématiques sociales. Et donc, les sociologues de Chicago ont initié de cette manière ce qu'on appelle maintenant la tradition de Chicago et ce sont eux qui ont inventé les démarches qualitatives en innovant sur le plan méthodologique. Alors, on leur doit l'ethnographie, l'ethnométhodologie, la théorisation ancrée, les approches narratives, et j'en passe. Donc, ils ont été très, très importants dans le développement du qualitatif et avec les thèses et les mémoires qui ont été produites dans les années 50, 60, le qualitatif, on pourrait dire que c'était l'âge d'or du qualitatif à cette époque. Et là, depuis, eh bien, notre communauté s'est fédérée autour de certains éléments centraux et c'est ce que je vous présente avec cette diapositive. Alors, quand on est un chercheur ou une chercheuse en qualitatif, on accorde une prépondérance au terrain, je viens d'expliquer pourquoi, et à la découverte théorique. Ce que ça ne veut pas dire qu'on va nier l'intérêt de la théorie, mais bien qu'on va théoriser ce qu'on comprend du terrain qu'on arpente de différentes manières, pardon. On va théoriser. Alors, là, je m'entends en écho. Il y a des gens qu'il faudrait qu'ils ferment leur micro, s'il vous plaît. Alors, on va donc théoriser nos données et la théorie va servir non pas à formater, trop cadrer ce qu'on va produire en termes de résultats. Elle va nous procurer des sensibilités quand on fait du qualitatif, mais on va surtout théoriser ce qui se passe sur le terrain. Donc, le terrain est prépondérant. Hein, le matériau est prépondérant, c'est lui qui nous guide, ce n'est pas nos idéologies ou le cadre théorique emprunté à un auteur, même s'il nous procure de belles sensibilités qui nous allument sur certains aspects une fois qu'on est dans la partie où on fait notre terrain, ce que d'aucuns appellent la collecte de données. Donc,
Premier point. Un autre élément qui nous fédère comme membres de la communauté qualitative, c'est cet accent porté aux expériences et à leurs interprétations. Alors, j'ai préparé une autre diapo pour expliquer. Thomas, qui a produit dans les années 20 des ouvrages extrêmement intéressants, importants et un des précurseurs de la tradition de Chicago, il a jeté les bases d'une conception qui est très importante pour le qualitatif en disant que si les hommes définissent les situations comme réelles, elles le sont dans leurs conséquences. Et ça veut dire que ce n'est pas important de savoir si on a accès à la vérité ou pas, parce que pour comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent, pour comprendre pourquoi des enseignants enseignent d'une certaine manière ou des médecins font de la médecine d'une certaine manière, peu importe votre objet, pour comprendre donc les conduites des acteurs sociaux, il faut comprendre comment ils interprètent les choses. Pourquoi? Parce qu'on agit en fonction de notre définition de la situation. Et c'est pour ça que cette idée de porter notre attention sur les expériences et l'interprétation de tous les acteurs sociaux, elle est prépondérante quand on est en qualitatif parce qu'on cherche à comprendre comment les choses se passent sur le terrain concret, que ce soit des terrains professionnels, sociaux, institutionnels, peu importe. Okay? Donc, beaucoup d'attention sur les interprétations qui nous renseignent sur les conduites, en fait. Un autre élément très important du qualitatif qui nous fédère aussi, et là, il y a une grosse différence avec les démarches plus quantitatives, c'est cette idée de développement d'une analyse processuelle, itérative, qui est vraiment à distance d'un modèle linéaire comme ça se fait en quantitatif. Alors, quand on fait du qualitatif, par exemple, notre expérience de terrain puis le début de nos analyses peuvent nous amener à se dire « Ah, je n'avais pas prévu faire des observations, mais là, ce que je commence à analyser me dit que c'est essentiel. » Donc, nos choix théoriques ne sont pas verrouillés. On construit notre démarche en la faisant. On peut ajouter, retrancher, donc on change des choses. Également, quand on analyse nos données, on peut être appelé à se dire « Ah, le cadre théorique que j'avais n'est pas tout à fait ajusté à ce que j'avais, à ce qui ressort de mes analyses. Donc, je vais aller ajuster mon cadre théorique ou je vais aller revoir un aspect de ma problématique. » Donc, ce n'est pas le fait qu'on ait une thèse ou un mémoire ou un projet, ça donne un aspect de linéarité, mais dans les faits, dans la pratique là, de la recherche qualitative, c'est vraiment très itératif et ce n'est pas du tout linéaire. Puis parfois, on frappe un mur, on essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas, on se réajuste, donc il y a des allers-retours, il y a beaucoup de tâtonnements, voilà. Donc ça, c'est très important aussi parce que ça caractérise les démarches qualitatives. Un autre élément, c'est le pluralisme des arènes disciplinaires, des aires géographiques et des conjonctures historiques. Ce que ça veut dire, c'est que selon où on se trouve dans le monde, selon les cercles de chercheurs qu'on fréquente, selon notre discipline ou nos disciplines, le qualitatif vit de différentes façons. Okay? Donc, il n'y a pas une façon de décrire le qualitatif. Maintenant, c'est un immense domaine, c'est un champ, là, je dirais plus un champ d'ailleurs, c'est un immense champ et le qualitatif vit de différentes manières selon où on se trouve, selon nos filiations et les gens avec qui on s'associe. Alors ça aussi, c'est important et le qualitatif s'est développé de façon différente dans les régions du monde. Je pense notamment, j'ai lu tout à l'heure qu'on avait quelqu'un du Brésil, et bien dans les années 60, avec toutes les dictatures qu'il y a eu, la recherche-action s'est développée
parce qu'elle avait pour but l'émancipation des collectifs, l'émancipation des personnes opprimées en particulier. Et ça, c'était donc un contexte socio-historique favorable au développement d'un certain modèle de recherche qui est la recherche-action. Ailleurs, c'est d'autres modèles qui ont pris le dessus, par exemple. Alors, donc, il faut vraiment le comprendre, le qualitatif, comme étant pluriel. Et en toute logique avec ce que je viens de dire, une dernière caractéristique, je dirais, fédératrice, c'est que le travail méthodologique qu'on va faire, autant lorsqu'on est sur le terrain que dans les analyses, eh bien, il se fait sans normes à suivre. La question que j'entends le plus fréquemment dans les cours que je donne en qualitatif, c'est « Madame Morcès, est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? » Et ma réponse est très décevante pour la plupart parce que c'est oui, dans la mesure où tu peux le justifier. Alors, il n'y a pas de normes à suivre, il n'y a pas de guide précis. En quantitatif, il y en a beaucoup plus, pas en qualitatif. On peut croiser des choses, on peut faire ce qui n'a jamais été fait, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut le justifier. Et donc, toute la crédibilité de votre travail de recherche repose en grande, peut-être pas toute, là, mais en grande partie sur votre capacité à arguer, à argumenter vos choix. Alors ça, c'est très important, mais en même temps, étant donné qu'il n'y a pas de normes, mais seulement des conventions, puis peut-être je peux en donner une à titre d'exemple, c'est souvent aidant. En ethnographie, une des conventions, c'est de rédiger, on dirait en anglais, des thick descriptions, des descriptions épaisses. L'adjectif en français n'est pas très bon, mais de longues descriptions très, très détaillées. Alors ça, ce n'est pas une norme, mais c'est un modèle très, très, très prégnant, très courant en ethnographie. Donc, c'est une convention, ça veut dire que c'est socialement négocié. Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ferait une ethnographie pourrait s'y prendre autrement pour restituer ses analyses? La réponse, c'est oui, tant que la personne le justifie et nous présente des résultats qu'on accepte d'acheter, si je puis dire, parce que des conventions, c'est toujours en évolution, ça change au fil des, peut-être pas des ans, mais des décennies. Et donc, on peut toujours innover, on peut être un peu différent par rapport des autres. Et ça, c'est une belle tension à négocier entre votre part d'originalité et ce qui se fait généralement dans votre domaine d'études. Là, je viens de dire en 2 mots, ou à peu près, ce que j'ai écrit dans le titre de mon PowerPoint, entre genre et style. Style, c'est mon apport, mon originalité. Genre, c'est ce qui se fait dans ma communauté de manière générale. Alors, maintenant, j'entrerai dans la première phase de la présentation. Comment peut-on structurer un mémoire ou une thèse et également, bien sûr, un projet de recherche? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition. Il y a plusieurs façons de le faire, donc il ne faut pas y voir une norme, mais bien une proposition. Et là, je vais vous amener avec moi au cœur de chacune des parties et je vais vous livrer un peu ma compréhension de l'articulation, de ce qu'on peut mettre dans chacune de ces parties. Je vais aussi peut-être vous indiquer, faites attention à tel aspect, tel aspect. Bon, encore une fois, je fais ça très humblement. Dans l'introduction de votre thèse ou de votre mémoire, là, mais pour ça, je ne parle pas de l'article nécessairement, c'est toujours intéressant d'avoir un ancrage personnel. Ça ne veut pas dire de faire un 30 pages, mais peut-être en une demi-page, une page, dire comment ce projet est né. Votre projet de thèse ou de mémoire, souvent, c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça vous a conduit à réfléchir. Peut-être avez-vous une pratique professionnelle antérieure, quelque chose vous préoccupait, vous avez décidé d'en faire un projet de recherche. Donc, c'est toujours intéressant de voir
comment ce projet est né et ça permet de comprendre ce qui va suivre, surtout quand ça vient d'une expérience, par exemple, professionnelle, on voit pourquoi l'intérêt est né. Et je fais une petite parenthèse ici. Il y a des gens qui pourraient me dire le contraire. Il ne faut pas faire ça parce que les gens vont nous accuser qu'on a un biais professionnel. La question des biais professionnels, elle peut être vue de différentes manières, comme le qualitatif réhabilite et assume entièrement la subjectivité du chercheur et celle des acteurs sociaux. Eh bien, moi, je vous dirais que l'expérience professionnelle fait de vous quelqu'un qui a une connaissance de l'intérieur de votre objet. Et donc, non seulement ce n'est pas un problème, mais c'est un atout. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'objectiver. On a des collègues, un directeur, une directrice de thèse ou de mémoire pour nous aider. On a notre journal de chercheurs pour nous aider. Il faut s'objectiver constamment, mais ça nous procure une connaissance de l'intérieur. Donc, on peut écrire un petit quelque chose au départ dans l'introduction et ensuite, on va détailler l'articulation de la thèse et du mémoire. Et là, comme on est aux études supérieures, il ne s'agit pas que d'énumérer pour le lecteur, de lui dire, eh bien, il y aura une problématique, ensuite un cadre théorique, la méthode. Donc, il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire donner déjà une idée de la problématique, de montrer sous quel angle théorique on veut l'aborder. Donc, il faut parler de chacune des parties et articuler chacune des parties à l'écriture. Et cette partie-là, il ne faut pas passer par-dessus parce que si vous voulez que votre lecteur, que ce soit votre direction, un membre de votre jury, que ce soit les lecteurs éventuels de votre thèse ou votre mémoire, si vous voulez qu'ils comprennent l'univers de sens que vous leur proposez dans votre thèse ou votre mémoire, cette partie-là, elle est très importante parce que ça dit, voici là, mon univers, voici les paramètres. Et donc, c'est cette lecture-là qu'il faut adopter. Et si vous avez des commentaires à me faire, faites-les à l'intérieur de cet univers-là. C'est très, très important, cette partie-là. OK? Maintenant, une première partie et non la moindre. Habituellement, mais ce n'est pas toujours le cas, par exemple, dans certains pays européens francophones, on va commencer avec la partie plus théorique. Ailleurs dans le monde et en Amérique, mais aussi dans d'autres pays francophones, c'est souvent la problématique qui débute. En Amérique du Nord, ça se comprend. Ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la tradition de Chicago, ce n'est pas banal. C'est parce qu'il y avait des problèmes sociétaux dans les villes qu'on s'est mis à se préoccuper beaucoup de la pertinence sociale des études. OK? Donc, avant de chercher un éclairage théorique pour éclairer un phénomène, on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe dans notre société ou dans une communauté professionnelle ou peu importe là, qui sont nos participants ou la population qui nous intéresse, mais on s'en préoccupe, on se préoccupe du problème, du phénomène qui est là, et ensuite, on va aller chercher un éclairage pour éclairer ce phénomène. OK? Et c'est vraiment, il y a des bons ouvrages pour ça qui peuvent nous renseigner. Ça s'explique pourquoi on commence avec la problématique. Alors, moi, je vous propose d'articuler votre problématique en 3 parties de façon générale. La première, c'est ce que j'appelle le contexte historique et social. Peu importe votre objet d'étude, il ne vient pas des nuages, il vient d'un contexte, un contexte socio-historique et vous devez en rendre compte. Alors, donc, si, par exemple, vous vous intéressez, et là, je vais inventer, au rapport entre médecins et infirmières-infirmiers, eh bien, il faut nous dire comment ces rapports ont évolué dans le temps.
peut-être en nous parlant de certains écrits du ministère de la Santé dans votre pays, de certains termes de loi qui cadrent leur rapport, etc. Donc, on remonte dans le temps et on présente l'évolution du phénomène jusqu'à aujourd'hui. Et ce faisant, on en profite pour soulever tous les enjeux autour du phénomène, les enjeux organisationnels, sociétaux, familiaux, identitaires, économiques, la liste pourrait être longue. Et pourquoi va-t-on soulever les enjeux? Pour intéresser notre lecteur, pour lui dire « ma thèse ou mon mémoire porte sur quelque chose d'important ». Pourquoi? Parce qu'il y a tels enjeux autour de ce phénomène-là. Donc, on va vraiment étayer une partie importante, c'est-à-dire celle des enjeux, et c'est cette partie-là qui, dans le fond, va mousser la pertinence sociale de votre thèse ou de votre mémoire. Et à l'appui de ça, je le précise parce que parfois, on me demande quand est-ce qu'on utilise des auteurs scientifiques, quand est-ce qu'on utilise des écrits ministériels ou syndicaux, etc. Alors, pour nous aider à étayer la pertinence sociale, ce sont surtout, par exemple, des statistiques officielles. Par exemple, comme chez nous au Québec, là, on en crève tellement il manque d'enseignants. Il y a plein d'enseignants qui n'ont pas les qualifications nécessaires, qui intègrent le marché du travail parce qu'on manque trop d'enseignants. Okay? Donc là, il y a des statistiques là-dessus. Combien sont-ils, etc., etc. Donc, les statistiques officielles, les écrits gouvernementaux, syndicaux, vraiment des écrits d'association, tout ce qui nous permet de dire au lecteur, il faut absolument faire un mémoire ou une thèse sur ce phénomène-là. C'est un phénomène socialement vif, il faut s'y pencher. Première partie de la problématique. Ça a l'air facile, je sais, là, mais non, ce n'est pas facile, mais bon, c'est très intéressant cependant. Deuxième partie, si vous m'avez suivi, là, on atterrit sur les enjeux et là, on dit à notre lecteur, il faut faire une thèse ou un mémoire là-dessus. Allons donc voir ce que la recherche a documenté jusqu'ici sur ce phénomène. Et là, c'est ce qu'on appelle la recension des écrits. En anglais, on dirait revue de la littérature. J'aime moins en français, je préfère recension des écrits, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, là, on va lire, on va faire une boulimie de lecture, on va lire beaucoup. Ce n'est pas nécessaire de tout lire, mais on va essayer de s'approprier le plus possible la littérature en français, en anglais, si on maîtrise l'anglais. Si vous maîtrisez l'espagnol, tant mieux. Donc, vous faites tout ce que vous pouvez en termes de lecture. Et là, devant, je ne sais pas, moi, quand j'ai fait ma thèse, j'avais plus de 2000 articles ou ouvrages sur mon sujet. Donc là, il faut faire un effort de synthèse. Et il s'agit pour vous de trouver comment vous voulez présenter cette synthèse à votre lecteur. Est-ce que ça sera une synthèse des travaux par objet? Sur ce phénomène-là, on a 5 tendances en termes d'objets. On a investigué cet objet, celui-là, 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 celui-là. OK? Donc, ça pourrait être ça. Est-ce qu'on pourrait dire, moi, sur cet objet-là, je constate qu'il a été investigué à travers 3 cadres théoriques majeurs. Et donc, c'est ça qu'on va présenter parce que c'est ça qui nous semble important. Peut-être que ça peut être présenté selon les méthodologies principalement employées, selon les perspectives épistémologiques, en disant, par exemple, il y a des travaux plutôt constructivistes, d'autres plutôt socio-constructivistes, d'autres cognitivistes, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. C'est à vous de voir. Mais disons qu'on prend mon premier exemple, on présente notre recension, une synthèse de tout ce qu'on a lu à partir de différents objets qui ont été investigués par rapport à notre objet. Donc, des objets connexes.
ou des objets, le même objet, mais éclaté en sous-objets. Ce n'est pas très joli, mais bon, on peut le dire comme ça. Alors, comment fait-on? Sur le plan de l'écriture, on pourrait, pour chacun des points, chacune des tendances, expliquer, brosser un portrait de la tendance de manière générale. Et ensuite, moi, ce que je propose, on ne peut pas décliner toutes les études là, pour montrer à notre lecteur ce qui s'est fait par rapport à cet objet-là, mais on pourrait choisir une étude emblématique. OK? Pas exemplaire dans le sens de nécessairement la meilleure étude, mais une étude qui donne une bonne idée au lecteur du genre d'étude qui se fait autour de cet objet-là. OK? Donc, cette étude-là, elle, on va la détailler sur tous les plans théoriques, méthodologiques, les résultats, etc. Et à la fin, cette étude-là nous permet de relever les bons coups dans la recherche autour de cette tendance et vous allez, ce que j'appelle, semer des petits cailloux, là, parce que je pense à l'histoire du petit pousset. Donc, vous allez semer un petit caillou, vous allez mettre une petite critique. Alors, donc, je reprends, on a la tendance générale qu'on illustre. C'est hyper important de donner des exemples là, pour vos lecteurs. On illustre à l'aide d'une recherche qui nous semble assez emblématique et à la fin, on dit, bien, regardez, toute la recherche qui s'est faite au cœur de cette tendance-là a contribué à éclairer l'objet en nous montrant telle chose, telle chose, telle chose. Cependant, elle a cette recherche-là, parce qu'elle s'est faite de telle manière, elle a laissé dans l'ombre telle chose, elle a sous-estimé tel aspect, et donc, on sème de cette façon une petite critique et on va se servir de ces critiques-là ultérieurement quand on va poser notre question de recherche et qu'on va situer notre propre position dans notre domaine d'étude. Troisième partie, c'est justement là où on en est. Alors, imaginons que vous aviez 5 sous-objets ou 5 tendances dans votre recension des écrits scientifiques et qu'à chaque fois, vous avez nommé des contributions pour chacune des tendances et des critiques. Alors là, vous arrivez à la section que moi j'appelle « Objets et questions de recherche ». Alors là, vous rappelez à votre lecteur la première partie, c'est-à-dire les enjeux, le contexte socio-historique, en quelques phrases. Hein, on le rappelle un peu de façon assez synthétisée, là. Et puis, vous rappelez surtout les contributions et les critiques, hein, toutes celles que vous avez déposées au fur et à mesure de votre recension. Et là, ça va tomber sous le sens. Vous allez dire au lecteur, donc, ce qu'on n'a pas regardé encore, c'est tel objet. Moi, je vais faire ça dans ma thèse ou mon mémoire. Et je vous ai dit que ça avait été regardé de cette façon-là, mais moi, je vais m'y prendre autrement pour essayer de voir autre chose. Ce que je vous ai dit qui avait été gommé, sous-estimé, moi, je m'attaque à ça. OK? Et donc, votre objet, c'est maintenant que vous le formez à l'aide des critiques que vous avez posées, mais tout en reconnaissant les contributions des autres. Ça, c'est très important. Si vous voulez être accepté dans la communauté, il ne faut pas se donner, faut pas penser qu'on va tout révolutionner et qu'on n'a pas besoin des autres. Notre profession de scientifique repose sur le travail des autres et sur notre collaboration. Donc, vous allez reconnaître ça et même vous allez nous dire, je vais m'appuyer beaucoup sur 2 études qui ont fait un travail excellent, mais moi, j'ai une originalité, j'ai quelque chose de plus où je vais éclairer autre chose en complémentarité. Alors, une fois que votre objet est formé comme ça, il vous reste à déposer ce que j'appelle la question générale de recherche. La question générale de recherche, le mot général est important. C'est général. Ce n'est pas une question où il y a plein de concepts. C'est comment les travailleurs sociaux
interviennent-ils auprès des familles en situation de vulnérabilité? Comment ils interviennent? C'est général. OK? Plus tard, on va poser une question plus spécifique qui va être chargée théoriquement. J'y viens dans ma prochaine diapo. Là, excusez-moi 3 secondes. Je vais aller ouvrir ma porte parce qu'il fait trop chaud. Je suis en train d'étouffer. Ah, désolée. OK, donc, ça, c'était la problématique. Si jamais vous mettez la main sur le livre qui a été publié par l'ARQ et que vous allez voir dans mon chapitre 5, je mets aussi des exemples, par exemple, de questions générales, etc. Ça pourrait être utile d'en voir. Alors, le cadre théorique ou le cadre conceptuel ou le cadre de référence ou peu importe comment on l'appelle dans votre cercle, c'est vraiment pour moi, hein, le rôle du cadre théorique, c'est l'angle à partir duquel je vais aborder mon objet d'étude. J'ai un objet et moi, je propose de le regarder sous un certain éclairage, entendu qu'il y en aurait d'autres possibles. Donc, le cadre théorique, ce n'est pas la réalité, c'est une certaine lecture de l'objet. Et il y a toujours plusieurs lectures possibles. Et ce qui est intéressant dans une thèse et un mémoire, peut-être plus dans une thèse, c'est d'emprunter un éclairage qui n'a pas été mobilisé encore. Alors ça peut être vraiment intéressant. Alors donc, votre objet, vous allez donc l'éclairer avec une certaine lecture. C'est peut-être parce que vous allez nous avoir dit dans votre problématique qu'il y avait peut-être seulement 2 cadres théoriques dans votre domaine et ça fait en sorte que les résultats de recherche se répètent et on tourne en rond. Et donc, vous allez peut-être aller en choisir un nouveau qui vous semble très fécond, a priori, et qui pourrait attirer notre attention sur d'autres dimensions de l'objet parce qu'il y a d'autres concepts dans cette théorie-là, par exemple. Sur le plan des stratégies d'écriture, en fait, les étudiants vont souvent me demander est-ce qu'on emploie une théorie, 2 théories, 1, 2, 3 concepts, comment fait-on? Et puis, moi, mon conseil, ça serait d'y aller avec parcimonie. Si vous voulez employer en complémentarité 2 théories parce que la deuxième va éclairer quelque chose d'important que la première n'éclaire pas, c'est très bien, mais moi, je n'irai pas plus loin que 2, OK? C'est suffisant. L'erreur qu'on voit souvent dans les thèses et les mémoires, c'est une pléthore d'auteurs qui seraient d'ailleurs très étonnés de se voir cités avec les autres personnes. Donc, parce qu'ils ont des positionnements épistémologiques différents. Donc, ce n'est pas toujours heureux de citer plein de personnes. Donc, on s'ancre à une tradition, à une théorie ou 2 dans cette tradition-là. Et on va donc présenter ces théories. Et je dirais, il y a un élément très, très important après avoir présenté la théorie, c'est d'avoir une dernière section où vous allez faire le lien entre votre objet et la théorie. OK? Donc, si je reprends mon exemple des familles en situation de vulnérabilité et l'intervention des travailleurs sociaux, disons que vous avez une théorie de l'intervention clinique. Alors, vous nous avez présenté ça et là, vous allez nous dire, bon, alors si je reprends maintenant les travailleurs sociaux qui approchent des familles qui sont dans des situations difficiles sur le point de vue socio-économique, par exemple, voici que l'éclairage que pourrait donner cette théorie-là. Okay? Donc, on fait un rapprochement entre les deux. Comme ça permet au lecteur d'anticiper la fécondité de votre théorie. C'est un peu comme une bonne hypothèse. Okay? On lui demande de croire que cette théorie-là a de l'intérêt pour étudier notre objet. Le cadre théorique ou conceptuel va se terminer par ce que moi j'appelle la question spécifique de recherche. Ça peut être les questions spécifiques de recherche aussi.
Alors là, c'est ce que j'appelle reprendre votre question générale de recherche et la charger en théorie. On reprend la même, copier-coller, et les concepts importants du cadre théorique, on va les insérer dans notre question spécifique. Donc, on a toujours dans le fond notre question générale, mais on monte en abstraction avec nos concepts théoriques. OK? Là, je me suis tout à l'heure aventurée avec un exemple qui n'est pas dans mon domaine. Donc, je vais vous donner un exemple qui est dans mon domaine. Je m'intéresse beaucoup aux enseignants formés à l'étranger qui s'intègrent dans l'école québécoise. Et j'aurais pu poser comme question générale de recherche comment se passe leur intégration professionnelle. Okay? Ensuite, je pourrais avoir un cadre théorique qui explique qu'au travail, il y a, en puisant la sociologie du travail, donc un cadre théorique qui explique qu'au travail, dans leurs habitudes, dans les routines de travail, les gens produisent une certaine culture de travail et cette culture-là repose sur des conventions. Et l'idée est de se dire, s'ils ont été formés à l'étranger et qu'ils ont en plus une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, ils ont appris des conventions de travail différentes que celles qui sont reproduites dans les routines de travail au Québec. Et donc, le concept de convention est majeur dans cette théorie-là. Alors, je pourrais dire, au lieu de comment se passe l'intégration des enseignants formés à l'étranger, comment se passe leur intégration professionnelle, je peux la reprendre, et puis en sous-question, dire quelles conventions nouvelles apprennent-ils au cœur des interactions dans le milieu scolaire québécois? Quelles conventions ont-ils appris dans leur pays d'origine, mais qui ne sont plus opératoires dans l'école québécoise? Donc, voyez-vous, j'ai juste donné l'exemple d'un concept, mais ce concept-là, on peut l'insérer dans la nouvelle question spécifique voulant dire chargée de théorie. Et puis, bon, je vous avais mis dans mon PowerPoint un exemple similaire. Si vous le permettez, je poursuis, sauf si, Marlène, tu vois quelque chose là, qui mériterait. Non, je peux continuer. Très bien. Alors, je poursuis. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là au tout début, je rappelle qu'il y aura un long temps d'échange à la fin. Je répondrai à des questions. Ne vous en faites pas, je vais y venir. Alors, le chapitre méthodologique, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout en qualitatif, ce n'est pas technique. Okay? Il y a de la théorie au fondement de nos choix méthodologiques. Et donc, souvent, sur le plan méthodologique, on va s'associer à une tradition. Tout à l'heure, en vous parlant des chercheurs de Chicago, j'en ai nommé plusieurs, l'ethnographie, l'ethnométhodologie, etc., etc. Alors, on va reprendre notre question spécifique de recherche et commencer notre chapitre en disant, pour répondre à cette question spécifique de recherche, je vais emprunter une démarche qui s'inscrit dans telle tradition. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que vous n'empruntez pas une tradition, vous passerez par-dessus cette étape-là, mais en tout cas, vous allez au moins pouvoir dire que c'est une étude qualitative qui vous semble la plus appropriée, puis peut-être présenter un petit propos épistémologique au début de votre chapitre pour dire quelles sont les implications du qualitatif. Et ça, quand je vous ai parlé des caractéristiques du qualitatif, c'est exactement ça que je veux dire par là. Donc, soit vous avez un petit propos général sur le qualitatif, soit vous pouvez parler de la tradition de recherche d'un point de vue théorique si vous vous ancrez une tradition méthodologique. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'une fois que vous avez présenté la tradition, c'est important d'expliquer les implications pour la méthodologie. Par exemple,
J'ai parlé des chercheurs de Chicago. Ils sont connus pour avoir initié ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique ou les perspectives interactionnistes. Et donc, quand on associe nos travaux à la tradition de Chicago, eh bien, ça veut dire quelque chose en termes d'implication méthodologique. Ça veut dire qu'on va s'intéresser aux interactions, aux interactions sur le terrain et dans l'analyse. Et donc, je dois prévoir des modalités qui me permettent de capter ça sur le terrain. Et je dois prévoir une stratégie analytique centrée sur les interactions aussi. Okay? C'est dans ce sens-là que je disais qu'il faut prévoir les implications méthodologiques. Bien sûr, dans la méthode, une fois que vous allez avoir campé cette partie-là, vous allez nous parler des participants à votre étude. En qualitatif, on n'est pas sur des populations, hein, parce que les populations, ce sont pour les enquêtes, on les garde pour les enquêtes statistiques. On a des participants. Habituellement, on présente leur profil, qu'ils soient professionnels, social, peu importe. Et ici, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf un élément qui me semble important parce que ça me rappelle vraiment des difficultés que je vois très, très souvent. C'est que en qualitatif, on me dit toujours, Madame Morissette, combien de participants je dois avoir dans mon étude? Mais en qualitatif, le nombre n'a pas d'importance. Il y a des belles thèses en qualitatif où il y avait un seul participant. OK? Il peut y en avoir 30, il peut y en avoir 3 ou 18. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que vos participants soient représentatifs sur le plan sociologique. Ce que ça veut dire, je vais l'illustrer avec mon exemple de tout à l'heure, puisque moi, je m'intéresse aux enseignants formés à l'étranger qui intègrent l'école québécoise et que je sais que la plupart d'entre eux viennent d'Afrique du Nord, d'Amérique latine, un peu d'Europe de l'Est. Bien, je vais essayer d'avoir dans mes participants des gens qui en sont représentatifs, des gens qui viennent de ce coin de pays et des gens ordinaires au sens pas reconnus pour avoir une expertise extraordinaire, là, des enseignants ordinaires, mais qui ont été formés à l'étranger. Okay? Le seul moment où le nombre de participants va avoir de l'importance, et puis pour moi, parce que je fais toujours des entretiens de groupe, ça a de l'importance, eh bien, justement, quand on fait un entretien de groupe, il ne peut pas y avoir 20 personnes autour de la table. C'est trop. OK? Même si vous le faites à distance, à cause de la pandémie, vous n'allez pas réussir à gérer les interactions. Il y a des gens qui vont être frustrés, ils n'auront pas tous la chance de parler. Donc, dans ce sens-là, il faut se préoccuper du nombre de participants, mais sinon, ça n'est pas une préoccupation en qualitatif. Méthode et calendrier, je suis toujours dans la méthodologie. Les méthodes, ce sont les moyens par lesquels vous allez recueillir votre matériau qui sera analysé. Est-ce que vous allez faire des entretiens individuels, collectifs, des observations, lire des blogs, des courriels, étudier des journaux, de la presse? Est-ce que vous allez produire des images vidéo? Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode. Alors, quelle méthode vous allez utiliser ou quelle combinaison de méthodes, parce qu'elles ont toutes de l'intérêt pour certaines choses, mais il y a des choses qu'elles ne pourront pas renseigner. Donc, parfois, on combine. Moi, par exemple, il y a toujours dans mes protocoles de recherche des modalités d'entretien individuel et de groupe au minimum parce que je vois la plus-value de mêler les deux. Mais donc, on va donc nommer, on ne fait pas juste nommer nos méthodes, on va les renseigner théoriquement. Si vous faites des observations, par exemple, il y a énormément de littérature en français sur ça. Il y a de la théorie sur les observations. Donc, encore là, ce n'est pas technique, hein? Il y a du travail important à faire pour enseigner théoriquement les méthodes qu'on choisit et surtout, on va montrer leur complémentarité. Je vais faire des entretiens de recherche pour éclairer telle partie de mon objet,
mais j'ai aussi besoin de faire des observations pour éclairer telle autre dimension ou partie, peu importe, de mon objet. Donc, il faut vraiment montrer leur complémentarité. On va joindre aussi, habituellement, moi, je propose de le faire en annexe de la thèse ou du mémoire. Si on a des grilles d'observation, si on a des canevas d'entrevue. Donc, on va joindre ces aspects un petit peu plus techniques à la toute fin. Et surtout, on va, je l'ai dit au début là, que je voulais insister là-dessus, on va insister sur le passage entre l'objet théorique et l'objet empirique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, disons que vous faites des entretiens et que vous vous intéressez, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux conventions apprises par les enseignants formels étrangers quand ils s'insèrent dans un nouveau milieu professionnel. Donc, les conventions, là, c'est votre concept central. Et tout à l'heure, mine de rien, je l'ai défini, moi, les conventions. J'ai parlé des routines, des manières habituelles de travail, etc., etc. Alors, si j'ai ça dans mon cadre théorique, ça, c'est mon objet théorique. Eh bien, je dois en voir la correspondance au cœur de mes modalités ou de mes méthodes. Alors donc, dans mon canevas d'entretien, je ne vais pas demander aux participants quelles sont les conventions que vous avez apprises, parce que convention, ça, c'est notre concept de chercheur. Cependant, je vais leur demander, avez-vous appris des nouvelles routines de travail en vous intégrant dans l'école québécoise? Avez-vous appris de nouvelles manières d'interagir les uns avec les autres en vous insérant dans l'école québécoise? Donc, mon cadre théorique, mes concepts doivent avoir des échos dans mes méthodes de recueil du matériau à analyser. C'est ça qu'on appelle assurer le passage de l'objet théorique à l'objet empirique. C'est la même chose si on fait des observations ou si on fait autre chose. La grille d'observation doit nous montrer comment on va appréhender méthodologiquement notre objet théorique. Il y a certaines personnes qui ont laissé ouvert leur micro. Ça serait vraiment gentil de les fermer parce qu'on entend du bruit. Sinon, je vais devoir le fermer pour tout le monde, là. Alors, je vais le faire. Donnez-moi juste un instant. Ah, OK, on n'entend plus, c'est bon. Parfait. Dans le chapitre de métaux, vous allez aussi écrire, présenter le calendrier de réalisation. Donc, toute votre démarche de terrain pour récolter votre matériau, vous allez nous dire exactement combien, par exemple, vous allez faire d'entretien, à quel intervalle, à quel moment, dans quel lieu, etc., etc. Puis ça se présente bien en tableau, ce genre d'informations-là. Tout ce que je viens de dire, les 2 diapos là, sur la métaux, ça constitue pour moi la première partie du chapitre méthodologique. La seconde partie, et j'espère vous convaincre de son importance, c'est la stratégie analytique. Pour moi, ce qui fait que je vais trouver crédible une recherche en qualitatif, ça va dépendre en fait de la capacité de l'auteur ou de l'étudiant, du professeur à rendre compte de la manière dont elle a analysé son matériau. Alors, plus une personne est capable de parler de sa démarche intellectuelle en termes d'étapes, ce qui s'est passé, comment elle a fait les choses, d'illustrer chaque étape aussi. Par exemple, j'ai produit 25 catégories et puis je montre comment j'ai constitué une première catégorie. Je montre à quoi ça correspond, cette catégorie-là, par exemple, dans la transcription de mes entretiens. Donc, il s'agit vraiment de rendre compte de notre démarche intellectuelle, pas dans les plus fins détails, mais de façon relativement détaillée pour que le lecteur puisse vous suivre,
considérer vos justifications et si elles sont bien faites, se dire, ouais, ces résultats-là, je les achète, je les trouve crédibles parce que j'ai pu suivre pas à pas la personne qui m'a expliqué sa démarche intellectuelle et qui a pu illustrer aussi à chaque fois, là, chacune des étapes qu'elle a suivies. Alors, pour moi, cette partie-là, elle est vraiment, vraiment importante. Oui. Un autre mot sur la stratégie analytique, mais c'est un propos plus général. Ça dépend des domaines, mais dans certains domaines, on voit souvent une analyse thématique ou une analyse de contenu. Là, je ne peux pas m'expliquer ici parce que ça serait trop long de vous expliquer ce qu'il faut entendre par là, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que l'analyse thématique, elle peut être très intéressante comme première appropriation, mais souvent insuffisante. Et l'analyse de contenu, elle est très... il y a beaucoup de critiques adressées à l'analyse de contenu et ce n'est peut-être pas la stratégie privilégiée à employer. Maintenant, il y a d'excellents ouvrages qui nous proposent diverses façons d'analyser nos matériaux. Vraiment, là, il y en a beaucoup, beaucoup de façons. Souvent, c'est juste parce qu'on ne les connaît pas. Et ça vaut la peine de faire un peu de recherche pour lire sur des différentes stratégies parce que, par exemple, il peut être beaucoup plus intéressant, disons que vous avez des entretiens de groupe, eh bien, de faire une analyse de conversation, par exemple. Donc, que votre stratégie analytique soit vraiment liée aux caractéristiques des méthodes que vous aurez choisies. OK? Il y a une stratégie d'analyse des interactions, une stratégie d'analyse par catégorie conceptualisante, par théorisation ancrée, etc., par une analyse en mode écriture. Il y en a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui présentent des stratégies analytiques et moi, je vous invite vraiment à chercher quelque chose qui ne se fait pas généralement dans votre modèle, parce que dans votre domaine, pardon, parce que c'est un gage d'originalité pour votre étude. Joëlle? Oui. Avant de poursuivre dans l'analyse du matériau, j'ai eu des questions intéressantes à propos de la perspective épistémologique, puis à quel moment il serait important de la présenter dans la thèse? Alors, tout à l'heure, si vous étiez avec moi depuis le début, j'ai parlé de l'introduction de la thèse ou du mémoire et c'est vraiment l'endroit idéal. Ne faites pas de grandes lancées épistémologiques dans le reste de la thèse, mais au départ, quand vous présentez l'articulation des différents chapitres et que vous, pas seulement en termes d'énumérés, mais vraiment étayer l'articulation, c'est le moment où vous pouvez camper votre univers épistémologique. Et comme ça, si vous le faites tout de suite, ça dit à votre lecteur, si tu veux me critiquer, critique-moi à l'intérieur de cet univers. Si tu as des questions à me poser, questionne-moi à l'intérieur de cet univers. OK? Donc, par exemple, si vous dites dans l'introduction, je fais une thèse qualitative, interprétative, et que vous expliquez ça un peu, votre lecteur n'est pas censé vous dire pourquoi tu as seulement 15 participants. Parce que ce n'est pas une étude quantitative. Donc, le nombre n'a pas vraiment d'importance dans ce sens-là. Okay? Donc, c'est vraiment l'endroit privilégié pour le faire. Mais il ne faut pas abuser, je dirais, de la chose épistémologique. On fait un petit propos là pour camper notre univers et puis ensuite, on décline notre recherche. Est-ce qu'il y avait une autre question, Marlène? C'est bon? Alors, je vais poursuivre. Alors, votre premier chapitre issu de votre analyse, en qualitatif, vous savez qu'on n'analyse pas après le terrain, mais pendant. Hein? Dès qu'on commence ce qu'on appelle un peu platement la collecte des données, on commence aussi l'analyse. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'en cours de route, on se dise
je dois changer ma stratégie, il faut que j'aille interroger des gens que je n'avais pas prévu interroger, il faut que je fasse des observations alors que je n'avais pas prévu le faire, etc. Et donc, si vous ne commencez pas à analyser tout de suite, vous ne verrez pas que ce que vous aviez prévu en termes de dispositifs méthodologiques n'est pas optimal. C'est pour ça qu'on commence donc graduellement et en plus, notre objet se construit. Il se construit, il se raffine au fur et à mesure qu'on avance sur le terrain et c'est ça qui guide nos choix méthodologiques, ceux qu'on pourrait possiblement faire alors qu'on n'avait pas nécessairement prévu les faire. Et donc, c'est sûr que je pourrais vous parler pendant des heures et des heures sur la production des résultats, comment on produit, comment on fabrique des résultats qualitatifs, mais ce n'est pas le but cet après-midi, alors je vais y aller plus généralement. Mais ce que je vous propose comme ligne directrice générale, c'est dans un premier chapitre, qu'on va appeler un chapitre de présentation de résultats parce qu'on comprend tout le monde ce que ça veut dire, peu importe comment vous allez le nommer. On va présenter notre matériau analysé. Moi, j'appelle ça dans une logique d'étalement. Okay? C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste analyser ce qui fait notre affaire puis passer sous silence le reste, hein, par honnêteté intellectuelle. On va présenter le plus possible notre matériau. Il y a peut-être des aspects qui ne sont vraiment pas pertinents, ça, on comprend, mais on va vraiment l'étaler devant les yeux de notre lecteur et on va, ce que j'appelle, adopter une posture râle et pâquerette. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de ne pas trop monter en abstraction, de ne pas trop conceptualiser, de rester très près du matériau. On l'analyse, c'est un matériau qui est analysé, mais on essaie de ne pas trop, comme j'ai dit, montrer en abstraction, de ne pas trop conceptualiser. On ne veut pas trop d'inférence. On reste, c'est le matériau, là, on reste collé au matériau à ce moment-là, selon la logique de présentation qu'on aura choisie. On peut dire qu'à ce premier chapitre de présentation des résultats, un deuxième chapitre va suivre. Et là, je vous ai fait deux petits blocs parce que ce que j'observe dans la littérature, c'est deux tendances. Il y en a d'autres, mais c'est les deux tendances que je vois le plus souvent. Alors, je vais aller tout au bout. On voit souvent un chapitre de discussion qu'on repère aisément aussi dans les écrits, dans les articles. Hein. Un chapitre de discussion, c'est souvent, bon, ben voici les travaux, voici les résultats que moi j'ai obtenus et je les mets en écho, je les fais dialoguer, je les fais discuter avec les auteurs que j'ai présentés dans ma recension des écrits dans la problématique, où je les fais discuter avec l'auteur ou les quelques auteurs que j'avais dans mon cadre théorique. Est-ce qu'il y a des dissemblances, des ressemblances? Est-ce que mon étude, mes résultats apportent des nuances par rapport à ces travaux-là? Donc, ça permet de montrer, en somme, la contribution de mon travail, de dire si il abonde dans le sens de certains autres écrits ou il s'en distancie. Alors ça, c'est ce qu'on voit assez souvent. Pour les chercheurs qualitatifs qui aiment davantage les logiques très, très inductives, on va s'y prendre autrement. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder nos résultats de recherche. Et puis là, ce n'est pas une blague ce que je vais vous dire. Une fois que vos résultats de recherche sont écrits, faites autre chose pendant 3 semaines. Vous devez oublier votre chapitre. Vraiment, vraiment l'oublier. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a quelque chose qui continue à travailler dans votre tête, mais n'ayant plus le nez collé sur vos résultats, il va se dégager des compréhensions plus transversales à vos résultats et probablement qu'il y en a une ou deux qui va vous sembler très intrigante
et vous allez vous dire, eh bien ça, je dois absolument aller éclairer cet élément-là dans mon second chapitre. Et à ce moment-là, comme ce n'était pas prévu, ça apparaît, hein, parce que vous avez procédé de manière inductive, cette dimension transversale n'était pas prévue par votre cadre théorique. Alors, pour votre autre chapitre, il est possible que vous ayez à chercher un auteur ou deux qui va permettre d'attribuer du sens à cette dimension transversale. Alors, on peut donc prévoir pour ce deuxième chapitre une première partie théorique sur cet auteur que vous aurez été trouvé pour donner sens à cette dimension transversale. Et ensuite, en fonction de cette théorie-là, vous allez présenter certains pans importants de la dimension transversale qui vous sera apparue. Un élément important qui est lié à l'articulation entre les deux chapitres d'analyse, je dis deux, il peut y en avoir trois, mais globalement, c'est souvent ce qu'on voit, deux chapitres. Mais un élément important porte sur leur articulation. C'est que dans le deuxième chapitre, que vous le fassiez de façon très inductive ou que vous fassiez une discussion avec les auteurs que vous aviez précédemment, il ne faut absolument pas introduire dans ce deuxième chapitre de nouveaux résultats. Il faut que votre discussion ou que votre éclairage sur la dimension transversale prenne entièrement appui sur votre chapitre de présentation des résultats. OK? Donc, on n'introduit pas de nouveaux résultats. Et dans le premier chapitre d'analyse, habituellement, il n'y a pas d'auteur. C'est votre matériau qui parle. C'est le matériau et vous qui êtes les auteurs. Et dans ce second chapitre, il y a des auteurs. Donc, ça aussi, c'est un élément distinctif. Finalement, les conclusions de la thèse ou du mémoire. Pour moi, une bonne conclusion, là, ça a quand même 3-4 pages pour un mémoire. Pour une thèse, ça peut aller jusqu'à 8-9 pages. Donc, ce n'est pas juste une demi-page. Alors déjà, on va rappeler au lecteur l'articulation de notre thèse ou de notre mémoire, hein, la contribution de chacun des chapitres. Ça, c'est important. Ensuite, on va présenter les contributions de notre étude. Contribution pour la communauté scientifique. Qu'est-ce qu'on a éclairé qui n'avait pas été éclairé avant? Contribution pour peut-être des communautés professionnelles, pour le politique, pour d'autres types d'acteurs institutionnels, d'autres collectifs d'acteurs, je ne sais pas. Donc, quelles sont les contributions pour la pratique? Bon, voilà, tout genre de contributions. Et si jamais, souvent en thèse, on demande à ce qu'il y ait une innovation méthodologique, si vous avez innové, c'est le temps de le dire, c'est le temps de le célébrer, vous allez le dire là. Et ensuite, moi, je suggère de terminer par cette partie qu'on peut appeler difficultés, limites et prospectives. Donc, c'est une recherche, c'est jamais lisse, hein? Il y a toujours des difficultés, il y a toujours, parfois, on a été obligé de faire un 180 degrés, de changer d'orientation, etc. Donc, moi, je trouve ça très instructif de revenir là-dessus dans la thèse parce que ça vous permet de montrer que vous avez appris de ces difficultés-là. Et c'est aussi le temps de préciser les limites de votre thèse ou de votre mémoire, ou si vous écrivez un article, ça peut être aussi dans la conclusion. Et là, j'ai souligné les vraies limites, et ce n'est pas parce que je suis positiviste, parce que je ne le suis pas, mais parce que je vois souvent, peut-être presque tout le temps, dans les limites d'une thèse ou d'un mémoire en qualitatif, des limites qui n'en sont pas en qualitatif. Alors, si vous écrivez, l'exemple le plus flagrant, c'est que vous écrivez
On ne peut pas généraliser les résultats de mon étude parce que je n'avais que 10 participants, mais ce n'est pas une limite parce que le qualitatif ne vise pas à généraliser. OK? Donc, il faut vraiment trouver des vraies limites, c'est-à-dire par rapport au qualitatif. Par exemple, vous pourriez dire, en mettant l'accent sur les interactions entre personnes au travail, j'ai négligé les aspects plus psychologiques. Je n'ai pas éclairé ça. Ça, c'est une limite. OK? Donc, c'est ça une vraie limite, là. Et par rapport à ces limites-là, vous allez suggérer à de futurs chercheurs ou à des chercheurs déjà établis, mais qui voudraient poursuivre votre travail, vous allez leur suggérer des pistes de recherche pour pallier vos limites. Donc, si vous avez dit « je n'ai pas éclairé les aspects psychologiques de mon phénomène », bien, vous allez dire « il y aurait lieu de faire, en prolongation de mon travail, une étude qui permettrait de renseigner telle chose. » Voyez-vous? Alors, donc, définir, c'est ce que j'appelle définir des prospectives en fonction de vos limites.